suggère de rester pour l'atelier suivant là, qui débute dans quelques minutes. Je vais laisser France Lafleur faire son partage d'écran et ce qui va me permettre de la présenter. En fait, France est de l'UQTR et son atelier a pour titre « Expérimentation d'une formation à la webconférence en enseignement supérieur, développement de la compétence numérique ». Donc, pendant que France s'installe, je vais vous dire un peu sa biographie. Donc, France détient un doctorat en formation à distance à l'Université de Sherbrooke. Elle est professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, où elle a enseigné plus de 70 cours en ligne. Ses travaux de recherche portent sur le développement de la compétence numérique et technopédagogique des formateurs en ligne dans le contexte de l'enseignement supérieur. Et juste avant que France débute, j'aimerais aussi mentionner que dans le clavardage, pour l'atelier précédent, j'ai mis un lien pour évaluer l'atelier. Vous pouvez cliquer sur le lien et répondre au questionnaire juste un peu plus tard sans problème. Et pour ceux qui viendraient de se joindre à nous, on vous invite à laisser vos micros fermés. Et pour clavarder, comme vous le voyez à l'écran, vous pouvez cliquer sur le petit onglet « Converser » qui est encerclé en jaune pour tweeter « Semaine FAD ». Donc, je te laisse la parole, France. Oui, alors, je ne vois pas l'écran. Est-ce que ma caméra est activée, Karine? Oui, tout est bien beau, France. OK, parfait. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de venir entendre ce qu'en pense la recherche. Alors, j'aurai en fait plus d'un chapeau. On vient d'entendre la présentation de professeur Gravel qui allait sous un angle des gestionnaires. Et de mon côté, j'y vais du côté recherche parce que ce que je vous présente aujourd'hui, en fait, c'est les résultats d'une thèse doctorale. Donc, je vais faire la franfreluche de moi-même et de rentrer dans le grand livre numérique pour vous expliquer, vous raconter l'histoire finalement de ma thèse doctorale, une histoire qui s'est passée entre 2012 et 2019. Donc, ça concerne justement l'expérimentation d'une formation à la webconférence dans l'enseignement supérieur. En fait, mon sujet, c'était que la question qui s'était posée, c'est le développement de la compétence numérique. Ça se passe comment? Donc, plan traditionnel de la situation de ma position de recherche que vous voyez à l'écran. Alors, le contexte dans lequel ça se passe, il faut dire que j'entame cette année ma 30e année en éducation et que je suis passée par le secteur jeune, la section aussi gestionnaire pour arriver depuis mes 12 dernières années à faire la formation à distance. Donc, on passe vite cette portion où est-ce que finalement, le contexte dans lequel je me suis lancée, j'ai la chance autant d'être praticienne que maintenant chercheuse. Alors, c'est pendant que j'étais praticienne et que je donnais des cours que j'ai eu l'idée de dire, OK, je vais aller chercher mon côté théorique et sur quelle base on va pouvoir améliorer la formation à distance. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière universitaire, totalement en formation à distance. Alors, au contraire de d'autres personnes qui commencent en présentiel. Donc, moi, c'est l'inverse. Donc, le contexte, c'est d'abord, l'origine de ma thèse, elle est vraiment professionnelle parce que j'étais chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Maintenant, je travaille pour l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, en effet, c'est mes expériences qui m'ont amenée pendant que j'étais formatrice à la maîtrise qualifiante en enseignement secondaire, durant que j'étais en exercice. Alors, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui achoppait. Je trouvais que dans la formation, il y avait un petit hic et qui me questionnait beaucoup. Donc, pour les 30 prochaines minutes, là, je vous invite à suivre le raisonnement qui en a découlé. Donc, ma thèse et mon projet de recherche. Donc, ce qui est devant vous présentement, c'est qu'on a constaté d'abord dans la société qu'il y avait la grande évolution des technologies. Alors, ce n'est pas une surprise. Et tout de suite après, c'est que la tendance, elle se répercutait autant dans le contexte de la formation en ligne. Donc, ça a fait émerger des nouveaux besoins. Donc, les besoins de formation, des nouveaux modèles, des nouveaux modes de formation. Et les milieux ont commencé aussi à faire de l'investissement, entre autres pour certains outils de webconférence. Alors, c'est sur ça que j'ai fait le focus dans le cadre de mon étude. Comment utiliser les outils de webconférence. Donc, l'objet de recherche en tant que tel, c'est à donner que c'est dans le domaine de la formation à l'enseignement, mais en ligne. Tout est concentré dans la formation en ligne. Alors, déjà là, on a vu qu'on pouvait observer un accroissement très, très grand au niveau des demandes de formation à distance. Ici, je vous ai surligné en rose la proportion là, de 95 à 2015. Disons qu'en l'espace de 20 ans, on a triplé
les demandes de formation au niveau universitaire. Donc, on s'est dit à ce moment-là qu'on constatait que la formation qui était dispensée aux formateurs ne suivait pas nécessairement le même rythme. Donc, je répète pour être certaine que j'ai mis la base correctement pour les prochaines minutes, c'est qu'on a constaté une grande évolution très, très rapide dans l'offre et la demande de cours. Mais ce que je tente de vous dire, c'est qu'au niveau de la formation des formateurs, on n'a pas suivi le même rythme, d'où mon intérêt pour savoir que fait-on avec nos formateurs. Donc, voilà. Alors, je vous dirais que j'ai dû faire une enquête préalable pour voir qu'est-ce qui se passait parce que je me suis dit dans les milieux, les universités qui sont très populaires, qu'est-ce qui les rend populaires? Qu'est-ce qu'ils font pour être réputés bons? Pourquoi on dit qu'un programme est bon, qu'un programme de formation à distance est réputé? Qu'est-ce qui attire vraiment les étudiants à faire les inscriptions? Alors, j'ai dû faire une enquête préalable pour comprendre quand on dit « Ah oui, je vais m'inscrire à telle université », selon leur popularité. Alors, je me suis questionnée, pourquoi on s'inscrit là? Pourquoi l'université est réputée être bonne et ses programmes sont bons et intéressants? Donc, j'ai fait une enquête préalable. Et c'est pour ça que ça m'a donné un peu le portrait de comment j'allais moi-même aligner mes recherches, comment j'allais m'intéresser à la formation des formateurs et sur quelle base. Donc, c'est un peu, ça rejoint la question de tantôt, quelqu'un qui disait, ça prend combien de temps pour faire un cours en ligne, combien de temps il faut que je planifie? Bien, tout ça dépend des modes de formation, des dispositifs, des outils, et aussi de est-ce qu'on fait du mode synchrone, asynchrone, est-ce qu'on fait du temps réel ou est-ce qu'on fait de l'auto-formation? Tout ça, ce sont tous des facteurs qui vont influencer le temps qu'on décide de consacrer à la création d'une formation. Donc, je reviens sur la problématique. J'ai dû faire une enquête pour voir ceux qui sont bons, ils sont bons pourquoi, sur quelle base. Et je suis allée m'intéresser, j'ai fait la pré-enquête, vous pourrez la trouver dans mes annexes de ma thèse, parce que tantôt, Karine va nous déposer à la fin de ma présentation un lien vers la thèse et vous trouverez en annexe l'étude dont je vous parle présentement, là, qui m'a donné un peu les pistes de savoir qui fait quoi et les meilleurs font quoi. Donc, je suis allée faire un portrait sur 21 universités sur 3 continents. Donc, j'ai réussi à cibler les 21 universités les plus populaires. Quand je dis populaires, c'était accessible par Internet, accessible par leur liste de cours qui était très consultée. Ça dépendait aussi du nombre d'inscriptions. Ils avaient les plus grands nombres d'inscriptions des étudiants. Donc, je suis allée du côté de l'Amérique, de l'Europe et de l'Océanie pour identifier 21 universités. Et à ce moment-là, j'ai trouvé 19 indicateurs sur 6 modalités. Et de là, j'ai pu identifier et cerner un peu plus qui étaient les plus ciblés, lesquels étaient les plus ciblés. Alors, ce que vous voyez devant vous, c'est ce que j'ai récupéré selon les éléments des indicateurs. Donc, je suis allée vérifier leurs dispositifs, leurs outils, quels outils ils utilisaient, eux, pour former. Et là, attention, je porte toujours l'angle sous l'angle des formateurs. Donc, former les formateurs. Les chargés de cours et les professeurs d'université ont-ils été formés? Et si oui, dans quelle modalité? Alors, c'est vraiment l'aspect formateur que vous retrouvez dans ma thèse et non pas l'aspect apprenant. Donc, voilà, ça vous donne une idée des critères sur lesquels je me suis basée pour aller faire un peu le portrait et prendre le portrait global de la situation. On parle ici, là, je suis rendue dans mon histoire de Franck-Reluche en 2012-2013. Alors, l'enquête préalable a permis de constater qu'il y avait peu de formations. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup sur les dispositifs technopédagogiques. Il n'y avait pas de consensus non plus quant aux modalités d'enseignement pour former au numérique. Donc, malgré les modalités que vous avez vues tantôt, il n'y avait pas de consensus sur ça. Il y a certains des établissements universitaires qui ne donnent aucune formation ni accompagnement. Et je parle toujours des formateurs. Alors, il y avait un manque de formation des enseignants, non pas à l'utilisation des outils, mais à leur intégration dans une démarche pédagogique. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que pendant que j'ai fait mon enquête préalable à ma recherche, j'ai découvert par mon questionnement que très nombreuses universités, même si elles sont populaires et qu'elles accueillent souvent les plus grands nombres d'inscriptions, leurs formateurs ne sont pas formés. Donc, on peut questionner la qualité pédagogique, on peut se questionner sur l'intégration des apprentissages puisque les formateurs n'ont pas nécessairement été formés ni développé leurs compétences technopédagogiques ou compétences numériques. Donc,
Vous verrez plus tard, selon mon modèle, le modèle théorique que j'ai utilisé, pourquoi j'utilise technopédagogique, mais on s'entend que c'est la compétence numérique. C'est une terminologie qui est similaire. Donc, voilà, c'est ce qui a donné lieu à, finalement, à dire qu'à la lumière des propos là, de plusieurs chercheurs, on s'est entendu pour dire qu'il y avait peu de recherches réalisées et qu'il fallait que je plonge pour aller cerner davantage qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer et développer la compétence technopédagogique. Donc, au niveau de la pertinence sociale et scientifique, on les retrouve telles qu'elles sont devant vous. Je passe plus rapidement, vous comprendrez, parce que l'histoire est longue pour vous raconter 8 ans en 30 minutes. Donc, ça m'a amené directement à la question générale de recherche. Je me suis demandé comment pourra-t-on soutenir le développement de la compétence technopédagogique des formateurs en ligne? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des bons formateurs? Alors, voilà. Alors, on voit que le cadre conceptuel sur lequel je me suis basée, évidemment, ça a été sur, entre autres, les deux aspects centraux. Alors, sur les compétences, évidemment, j'ai dû retourner voir les bases théoriques de Lebotev, Tardif, Perrenoud, et Scalon, nos principaux théoriciens de la compétence. Et ensuite, vous voyez en rouge la compétence. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a eu une vague de publications par les chercheurs où est-ce qu'on lisait toujours les compétences numériques. Et moi, je me disais, j'avais vraiment l'impression que c'était une compétence, la compétence numérique, mais avec des composantes. Donc, c'est ce que le temps nous a permis de conclure aussi, d'en arriver avec la compétence numérique. Et cette fois-ci, on retrouve les domaines, donc les dimensions plutôt. Donc, c'est ce qu'on retrouve. Alors, je suis passée par un modèle théorique du côté du TPAC. Alors, c'est la raison pour laquelle moi je disais que c'est la compétence technopédagogique, c'est là où il y a la combinaison, l'intersection du cercle rose et jaune. On se questionne sur comment utiliser l'outil technologique ou l'outil numérique dans le contexte de l'enseignement. Donc, c'est là où j'ai centré mon étude pour savoir où on s'en va avec la formation en ligne. Donc, j'ai créé le modèle du TPAC, mais qui est adapté à la formation à distance. Alors, vous voyez du côté gauche le présentiel, hybride et en ligne. C'est au niveau de la terminologie. Alors, on parle souvent d'enseignement hybride. Alors, ça veut dire qu'il y a une portion en personne, il y a une portion en ligne. Mais par contre, quand on se retrouve dans la colonne de droite, vous voyez ce qui se passe dans l'environnement numérique. On a le choix d'être en mode synchrone ou asynchrone, c'est-à-dire en temps réel ou pas en temps réel. Donc, on parle ici des forums de discussion, on parle aussi de vidéos, de l'auto-formation, de MOOC, on parle de toutes les façons de former qui ne sont pas en temps réel. Et le modèle que vous avez devant vous, mes expériences et mes recherches pour voir, j'essayais de mesurer l'impact d'une formation, parce que c'est ce que j'ai tenté de faire, de mesurer l'impact d'une formation aux formateurs pour les préparer à enseigner en ligne, et tout ça dans un mode synchrone, c'est-à-dire en temps réel, former des formateurs en ligne pour apprendre le en ligne. Alors, tant qu'à y goûter, goûtons-y à 100 %. Alors, mon étude se situe dans le sommet de la pyramide, c'est-à-dire totalement dans le mode synchrone, 100 % synchrone. Alors, l'objectif général de ma recherche, ça a été d'expérimenter une formation par webconférence qui tirait profit là, du modèle que je viens de présenter auprès des formateurs qui interviennent en ligne. J'ai fait l'expérience au niveau de la formation universitaire, donc en enseignement supérieur. Alors, cela, ça a amené évidemment l'arrivée de 3 sous-objectifs, des objectifs spécifiques. Donc, l'idée, c'était de décrire le profil de recours aux technologies. Donc, à la base, avant même de suivre une formation, quel est le profil des apprenants? Quel est le profil de nos formateurs actuellement? Donc, nos profs d'université, nos chargés de cours, nos professeurs du cégep. Alors, je questionnais ça comme profil général. Et ensuite, je me disais, je devais décrire le degré d'intégration des compétences technologiques des formateurs à la suite d'une formation à l'initiation à la webconférence. Autrement dit, je voulais vérifier le portrait avant et après une formation purement technologique, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, leur montrer comment utiliser les fonctions d'une webconférence. Ma recherche a été réalisée à l'aide de l'outil VIA. Ça aurait pu être Adobe Connect, ça aurait pu être Zoom, ça aurait pu être un autre. J'ai choisi là dans un contexte où c'était l'accès qui m'a été permis, qui était facilitant pour aller vivre cette expérience-là. Donc ça, c'est mes 2 premiers objectifs, A et B. Donc, avant, après, une formation purement technologique. Et l'autre objectif, c'était de décrire le degré d'intégration de la compétence technopédagogique cette fois-ci. Rentrer la pédagogie dans notre enseignement en ligne pour voir comment on allait intégrer cette formation-là. Donc, pour qu'il soit plus facile de comprendre, je vous amène vers mon schéma qui va permettre là, de situer où on est dans la recherche. Évidemment, la population est mon échantillon pour faire
la réalisation de la recherche, ça a été vraiment une population globale qui était visée. C'est sûr que si je regarde le portrait du Québec, on avait 11 000 chargés de cours, environ 6 300 professeurs. Bon, évidemment, vous aurez compris que c'est un échantillon de convenance, alors je n'allais pas joindre 18 000 personnes, et d'autant plus que je souhaitais faire une mise en pratique. Alors, je suis allée avec les personnes qui étaient disponibles et disons-le, c'est difficile de trouver des personnes qui ont le temps et l'intérêt et surtout en plein milieu, début du mois de septembre, de venir faire une expérience. Donc, j'ai un échantillon de convenance qu'on appelle parce que je n'ai pas pu consulter 18 000 personnes au Québec. Donc, vous avez devant vous le plan. Qu'est-ce qui s'est passé pour ma recherche? Donc, il y a eu 3 moments d'observation. Là où vous voyez le O1, O2, O3, c'est 3 moments d'observation. Donc, le pré-test, c'est que j'ai passé 2 questionnaires. Pour le O1, O2, j'ai passé un questionnaire. Donc, mes participants ont fait une auto-évaluation. Et entre les deux, ce que j'ai fait, c'est que c'est une conseillère pédagogique et non pas moi pour pas de créer de biais dans ma recherche. Donc, il y a une formation technologique qui a été donnée là où il y a le X1. Première formation de 90 minutes donnée par VIA sur VIA pour utiliser la webconférence VIA. Donc, première expérience, première formation. Après, on leur a reposé la question, on a repassé le formulaire pour leur demander s'il y avait des réponses différentes par rapport à leur acquisition, par rapport à l'outil. Encore, ce qui est important de comprendre, c'est que le X1, c'était purement technologique, tandis que rendu au X2, à la deuxième formation qui durait 90 minutes, cette fois-ci, on a inséré les aspects pédagogiques en ligne. Donc, créer ses équipes, répondre aux formulaires, répondre en ligne, utiliser le tableau blanc. Alors, tous les outils qu'on trouve dans une webconférence, les outils numériques en ligne, comment les intégrer à notre enseignement pendant qu'on parle, pendant qu'on explique, comment créer des équipes, des sous-groupes, comment utiliser la webconférence entre eux pour avoir des communications en temps réel. Donc, c'est ce qu'on a mesuré par les 2 formations qui ont duré chaque fois 90 minutes. Donc, la troisième observation, ce n'était pas un test, un questionnaire par auto-évaluation, mais c'était cette fois-ci une mise en contexte, donc une scénarisation. Donc, je me dois de vous expliquer un petit peu la scénarisation. La façon qu'on l'a fait, c'est-à-dire que chacun des participants qui avait suivi les 2 formations de 90 minutes, nous les avons reçus. Alors donc, en fait, il y avait 2 évaluatrices, moi et une autre personne qui était habilitée pour la webconférence, et on a mis en situation les apprenants. On leur a présenté 10 situations, donc en gradation de difficulté, de S1 à S10, où est-ce qu'on a pu leur demander quelles étaient, par exemple, on les mettait dans un contexte, c'est-à-dire qu'on faisait une simulation exactement comme s'ils étaient en train d'enseigner en classe. Donc, c'était une situation concrète. Donc, autrement dit, on les a placés dans une expérimentation d'une animation de cours en ligne. Donc, on a mesuré en fait l'intégration de la compétence technopédagogique à partir des 2 formations de 90 minutes. Donc, ça a été réalisé sous forme de scénarios. Les scénarios présentaient des situations en gradation de complexité, comme je le disais tantôt. Donc, les questionnaires qui ont servi à faire ça dans notre grille d'observation, on a vérifié la cohérence avec les éléments qui étaient observés. On a vérifié dans la recherche quelle était la fidélité intercodeur, parce qu'il y avait justement 2 observateurs pour évaluer l'intégration de la technopédagogie. Donc, au niveau des coefficients intercodeurs, on a eu des résultats de 0,81 pour les 10 situations, ce qui était bon. Donc, autrement dit, les 2 observateurs arrivaient aux mêmes évaluations. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à mesurer l'impact de la formation pour savoir si la compétence technopédagogique était intégrée à partir des 2 blocs de formation de 90 minutes. Donc, voilà, ce qu'on voit, c'est que l'analyse a permis d'avoir des variables nominales, des statistiques non paramétriques, parce que mon échantillon pour la recherche était de 14 personnes. Je vous parle maintenant un peu des résultats. Donc, au niveau de l'échantillonnage des personnes qui ont accepté de participer à la recherche, alors, comme vous voyez à l'écran, on avait des tranches d'âge, différentes tranches d'âge, et la majorité était plus située dans le 41-50 ans, et pour le nombre d'années d'expérience, c'était plus entre 11 et 15 ans. Donc, il y avait une partie plus débutant en enseignement en ligne et d'autres personnes qui étaient plus expérimentées dans l'enseignement universitaire. Donc, c'était un échantillon varié, ce qui nous permet vraiment d'aller voir une proportion plus
pas plus neutre, mais qui me permettait d'avoir un échantillon plus large et de vérifier si la compétence est intégrée. Donc, au niveau des résultats, je vous ramène à mes 3 objectifs que j'ai nommés tantôt. Alors, on voulait décrire le profil de recours aux technologies. Voici des exemples de ce qui leur a été demandé dans le questionnaire, d'abord pour créer leur propre auto-évaluation de leur contexte. Donc, vous voyez dans la colonne de gauche l'usage des technologies dans un cadre personnel ou dans un cadre d'enseignement en présentiel. Alors, autrement dit, on faisait le portrait technologique avant même d'arriver à faire une formation plutôt technopédagogique. Alors, il y a des éléments qui sont ressortis. Donc, pour nos participants, là, il y a de plus amples... ils ont utilisé plus amplement le Facebook et le LinkedIn. Ça, c'est juste un petit peu plus loin. Là. Ce que vous voyez, c'était au niveau du PowerPoint et de YouTube. Ça, c'était au niveau technologique, tablette et téléphone intelligent. Donc, c'était plus utilisé au plan personnel et très peu transféré au niveau du présentiel dans l'enseignement. Par contre, quand on arrive du côté des réseaux sociaux, on a un portrait qui est un peu plus clair parce que les réseaux sociaux ont été utilisés et plus souvent transférés dans un contexte d'enseignement. Donc, les Facebook, LinkedIn et Twitter sont plus souvent utilisés dans des situations professionnelles. Donc, il y a un transfert qui s'effectue au niveau des compétences technologiques. Même chose pour l'utilisation de l'info nuagique. On a réalisé qu'il y avait vraiment un transfert qui se faisait automatiquement de la technologie à la technopédagogie en rapport avec les Dropbox, les OneDrive et les WeTransfer. Donc, assez populaire de ce côté-là. Donc, en fait, on voulait arriver à décrire leur degré d'intégration des technos. Alors, de là, on est arrivé, il y a eu les participants ont dû s'évaluer sur une échelle de 1 à 5, partant de pas du tout jusqu'à extrêmement habile. Ils sont auto-évalués. Il y a eu une observation qui était plus nettement présentée, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'impression eux-mêmes de se sentir plus compétents au niveau d'effectuer des mises à jour de logiciels. C'est ressorti dans le test du signe. Alors, avec les données que vous avez devant vous, le test du signe, il servait à identifier en fait la différence entre le degré d'habileté avant et après, toujours dans un contexte d'auto-évaluation. Donc voilà, sur l'ensemble des résultats, la compétence technopédagogique, sauf une, le avant et le après, il n'y avait aucune augmentation significative au niveau technologique, c'est-à-dire quand ils ont appris à utiliser l'outil seulement. Les participants se considèrent dès le départ habiles au niveau des technos, limitant ainsi la possibilité de progresser puisqu'ils se considéraient déjà très habiles. Ils considéraient que c'était un acquis. Et par contre, pour effectuer les mises à jour de logiciels manuellement, ça, il y a eu une différence au niveau de l'avant et de l'après. Mais là où on plonge dans le cœur du sujet, c'est vraiment pour l'objectif 2, là où on se demande, est-ce que vous avez intégré l'apprentissage de vos technopédagogies? Est-ce que les 10 mises en situation vous ont servi à intégrer la compétence et de développer la compétence technopédagogique? Donc, vous avez devant vous le tableau des résultats de nos 14 participants. Vous voyez le temps, la durée qu'ils ont pris à effectuer les 10 situations. Alors, comme je vous disais tantôt, c'était présenté en gradation de difficulté. Donc, je vous donne un exemple plus concret pour que vous puissiez savoir comment ça se passait. Au début, on leur demandait, vous avez des étudiants qui ont été déconnectés, qui se sont fait éjecter du système, qu'est-ce que vous faites? Il y a des étudiants qui vous posent des questions dans le clavardage. Mais on est allé en complexité. Rendu au 8, 9, 10, aux situations 8, 9, 10, là, on était vraiment à vous devez démarrer la vidéo en partage d'écran, vous devez créer vos équipes et leur faire un partage d'écran. Donc, on est allé dans la complexité de la tâche pour utiliser plusieurs outils simultanément. Donc, ce qu'on constate avec cette observation-là dans l'évaluation qu'on a fait, il y avait c'est une conseillère pédagogique qui avait donné les 2 formations de 90 minutes et rendu à l'évaluation, nous étions 2 personnes pour observer les apprenants. Donc, dans la dernière colonne, ça vous donne des résultats moyens qui ont pu être établis pour l'intégration de cette compétence-là. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que dans le détail, vous retrouverez en annexe de la thèse de doctorat chacune des situations. Alors, si vous avez le goût de la reprendre et de le vivre dans votre milieu, que ce soit au collégial ou à l'université, vous pouvez reprendre la formation en tant que telle. Puis, elle se trouve dans l'annexe de la thèse. Alors, dans l'observation du O3, dans notre 3e façon d'évaluer les apprenants, on a noté que les résultats étaient plutôt élevés, puis ça reflétait une très bonne capacité des participants à gérer différentes situations avec la compétence technopédagogique. Donc, comment gérer sa plateforme de cours en ligne et comment gérer chacun des outils tout en enseignant avec son expertise. Donc, voilà grosso modo. Au niveau des résultats, concrètement,
on avait, ici, ce que vous voyez, c'était les situations en gradation de difficulté. Vous voyez les résultats avec les quarts types, la moyenne. Alors, ceux qui veulent aller plus loin dans le détail, les résultats sont accessibles. Le tableau nous présente ici les statistiques qu'on appelle descriptives avec des résultats qui sont rapportés, qui se rapportent directement pour résumer le tableau précédent des 14 personnes. Puis là, on s'est demandé quelles variables indépendantes vont influencer l'intégration. Dans le fond, c'est ce qu'on veut savoir. Comment intégrer la compétence, comment la développer, la compétence. Alors, on a plutôt été surpris dans les statistiques qu'on a pu sortir des apprenants qui ont été là, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le genre et le statut de l'enseignant, qu'il soit professeur ou chargé de cours, et son expérience en enseignement n'affectent pas le rendement d'une formation pour intégrer sa compétence. Donc, il n'y a pas un profil en particulier qui leur a permis, qui se serait distingué pour dire qu'il y avait une meilleure intégration de la compétence technopédagogique. Alors, ça veut dire que la formation s'est avérée profitable pour tous, peu importe leurs caractéristiques, que ça fasse très longtemps que tu enseignes à l'université ou non. La formation concrète, qui était en réalité 2 formations de 90 minutes, et comment faire une mise en situation concrète. Autrement dit, on les a plongés dans l'action pour animer une séance. Donc, voilà. Le résultat, c'est que plonger dans l'action, le faire soi-même, a permis d'intégrer rapidement la compétence technopédagogique. Donc, voilà. Alors, au niveau de synthèse des résultats, comme je le venais tout juste de dire, alors, on peut clairement statuer que la présente thèse, elle a permis quand même de mieux cerner les enjeux de la formation en ligne dans un contexte universitaire. On a les résumés là, qui se présentent dans les résultats. Et sur le plan, voilà, ça je l'ai déjà dit tantôt, là. Alors, la formation, elle a permis de développer chez les participants la capacité de gérer l'environnement, parce que tu as vraiment un environnement. Tu n'as pas seulement un outil, mais tu as vraiment l'environnement d'apprentissage. On a aussi eu la capacité qui a été de communiquer de type synchrone, parce que tout ça se fait en temps réel. Donc, je reviens encore à la question pertinente qui a été posée tantôt. Mais pour donner un cours en mode synchrone, on n'a pas besoin de planifier plus de montage vidéo ou de montage en mode... Le temps qu'on le fait en temps réel pourrait ressembler au temps qu'on met à la préparation d'un cours régulier. Mais bon, on pourra en discuter tantôt. Alors, c'est aussi les documents, les partages d'écran, les fenêtres d'application. On a vraiment pu intégrer tout ça en l'espace d'une courte formation dû au fait qu'on les a plongés dans l'action. Donc, les équipes aussi, faire des équipes, c'est vraiment... c'est interactif, le mode interactif étant très, très priorisé dans la formation à distance. Donc, voilà, grosso modo, je vous amène maintenant au niveau de la discussion. Ça a amené des recours aux compétences technologiques. Il y a eu des degrés d'intégration de la compétence des formateurs qui ont suivi suite à la formation de la webconférence VIA. Donc, voilà, je passe un peu rapidement parce que le temps passe, mais les professeurs ont besoin d'accompagnement. C'est ce que ça veut dire. Voir la formation afin de développer la compétence liée à l'utilisation, mais plusieurs chercheurs le disent. Alors, Lafleur 2019-2020 vous le dit, Racette, Polybert, Bourdage, Desjardins, on le dit aussi, la nécessité de la formation a vraiment un impact qui est mesurable. Donc, quand on dit à quelqu'un, voici, tu as une belle charge de cours, c'est magnifique, mais le former donne un apport considérable dans sa compétence technopédagogique qui va nécessairement avoir un impact sur la qualité de l'enseignement ou la qualité d'intégration des apprentissages des étudiants. Donc, voilà, ça, c'est ma perception des choses à partir des résultats de la recherche que j'ai effectuée sur un espace-temps de 8 ans. Donc, voilà. J'imagine que le temps passe. Je vois Karine qui s'en vient. Elle se rapproche. Donc, j'essaie d'arriver à ma conclusion. Je vais passer un peu vite parce que c'est des pages de diaporama que vous aurez accès parce que j'ai déposé à Karine le document. Je vous amène plus au niveau de ce que je voudrais faire comme recommandation. Bien sûr, il y avait une petite limite due au fait que la taille de mon échantillon était plus petite, mais ça nous a quand même permis d'arriver à conclure qu'une formation, c'est très pertinent et que la formation, dans un contexte où on met les formateurs et qu'on les plonge complètement dans l'action et dans une mise en situation concrète d'enseigner, a permis d'intégrer la compétence. Donc, au niveau de mes recommandations, je vous dirais que finalement, c'est notre démarche de recherche ça a eu le mérite de constituer un levier. Alors, effectivement, un levier pour favoriser la poursuite des travaux. Il est nécessaire vraiment de poursuivre la recherche sur les dispositifs de formation. Donc, non seulement sur les dispositifs, mais sur les modalités. Comment on enseigne en ligne?
Donc, vous avez vu tantôt la liste des possibilités, elles sont nombreuses. Puis, il y a aussi l'accompagnement nécessaire. Donc, on parle de nos conseils pédagogiques, de nos centres d'études. Vraiment, on a besoin de support pour accompagner, à apprendre à enseigner en ligne. Donc, ma conclusion, c'est qu'il y a eu des lacunes qui n'ont pas permis de mettre en évidence, là, évidemment, la présente thèse par rapport à la formation des formateurs, mais on doit maintenant être... les défis de la formation à distance, c'est que vraiment, on doit maintenant les transformer pour que dans le monde universitaire et dans le monde de l'enseignement supérieur et collégial, on ait à ce moment-là des défis pour... c'est le plus grand défi, c'est de former les formateurs. Ça devient un plus pour la qualité de l'enseignement. Donc, la poursuite du déploiement des enseignements en ligne elle ne peut être envisageable que dans la mesure où on met des dispositifs de formation des formateurs systématiques et rigoureux. Donc, on devrait retrouver, selon les études, selon ma conclusion des études depuis 8 ans, on devrait retrouver une formation systématique avant d'attribuer une tâche de formation en ligne pour que le formateur soit bien outillé à répondre aux problèmes techniques, mais aussi, surtout, technopédagogiques. Donc voilà, c'est une telle entreprise de perfectionnement, c'est une continuité dans le perfectionnement qui est nécessaire, puis qu'on devrait prendre en compte dans l'évolution constante, à cause aussi qu'il y a de nombreux, on parle de la révolution numérique, mais il y a aussi la révolution des outils numériques qui nous servent à en faire l'enseignement. Donc, en ce sens-là, le développement de la compétence numérique est à poursuivre. Voilà. Alors, si je peux répondre à des questions pour aller dans le concret, me voilà disponible. Je suis allée vite un peu, je vous ai mis des références à la fin. Je vous ai mis aussi comment dire, j'ai mis quelques références aussi parce qu'on se demande aussi au niveau du vocabulaire. Souvent, on se dit, c'est quoi la formation mixte? J'ai mis aussi un petit résumé qui nous donne le vocabulaire. Parce que souvent, on dit, est-ce que je veux faire une formation hybride, mixte? Est-ce que je veux la faire en synchrone, asynchrone ou en bimodal? Parfois, on mélange les termes. Alors, il y a un tableau ici qui vous fait un peu la synthèse du vocabulaire. Et je vous invite évidemment à lire la collection de la formation à distance que je co-dirige avec M. Sanson. Donc, on nous publie des livres sur l'hybridité, la mode, pas dire la mode, mais les résultats des recherches actuelles qu'on regarde du côté de l'Europe, des États-Unis ou du Canada priorisent le mode hybride. Donc, voilà. On vous suggère des bonnes lectures en complémentarité de la présentation. Voilà. Karine, je te laisse la parole. Oui, bien, merci beaucoup, France. En fait, une très belle recherche et des beaux résultats aussi. Mais effectivement, on a vraiment encore du temps. On a jusqu'à 16h30. Donc, on avait prévu là, un modèle 30 minutes de présentation, 15 minutes d'échange. Ce pourquoi France avait l'impression d'aller un peu fondement. Par contre, on a encore un beau 15 minutes. Donc, si il y a des éléments que France, tu aimerais approfondir, ou s'il y a des gens qui aimeraient, qu'il y a des éléments qui ont passé rapidement, puis que vous aimeriez que France aille un peu plus dans le détail, on a vraiment encore du temps pour ça. Moi, je vais juste aller voir là, dans le clavardage, qu'est-ce qu'on avait déjà. On avait M. Loisel qui disait, que penses-tu, France, de la stratégie collégiale des chefs d'équipe au collégial afin de former les enseignants, nouveaux ou moins nouveaux? OK, alors si je comprends bien la question, chef d'équipe, on parle de ceux qui accompagnent le développement de la formation à distance. Si je ne veux pas me tromper, là, je crois que c'est ça le sens de la question. Alors, je considère que si on est chef d'équipe pour former les formateurs et qu'on veut faire l'accompagnement, on doit aussi avoir bénéficié d'une formation. Donc, oui, on parle d'accompagnement, mais on oublie parfois que l'accompagnateur, est-ce que lui-même est formé dans sa compétence numérique? Parce que ce qui est arrivé dans les dernières recherches des plusieurs années, c'est qu'on s'est penché sur la formation, les formations qui étaient prêtes et qui étaient présentées aux enseignants, aux conseillers pédagogiques. On retrouvait surtout des formations technologiques, c'est-à-dire on a un nouvel outil, on forme à utiliser le nouvel outil. Donc, on a vu des formations sur Adobe Connect. À l'époque, c'était WebCity, mais là, depuis 12 ans, ça a changé. Alors, des formations sur Zoom, des formations sur VIA, des formations qui étaient purement technologiques. Mais le manque, et c'est ça que j'essaie d'exprimer, je ne sais pas si j'ai réussi à l'exprimer durant ma présentation, c'est que l'erreur, si je peux me permettre de le dire aussi clairement que ça, c'est que l'erreur, c'est qu'on oublie de former sur le côté techno-pédagogique. On oublie d'intégrer la techno avec la pédagogie. D'où le modèle théorique du croisement de l'intersection des cercles techno-pédagogues. Parce que même si on sait comment utiliser très adéquatement l'outil de Zoom, et même si on sait utiliser très, très adéquatement, par exemple, la plateforme VIA, pas la plateforme, mais je veux dire la webconférence VIA, parce que souvent, vous voyez, je viens de faire l'erreur.
on confond parfois des plateformes avec des outils de webconférence parce qu'on mélange les termes. Alors, il y a des plateformes, mais il y a des webconférences. Alors, c'est des outils différents. Je sais qu'éventuellement, j'ai entendu des membres de l'équipe qui travaille présentement pour le eCampus Québec qui travaillent sur le vocabulaire, donc la typologie. Alors, on va avoir des outils très bientôt pour nous aider à utiliser le bon vocabulaire. Et je reviens à la question. À mon avis, l'erreur, même avec les chefs d'équipe au niveau collégial, c'est que souvent, les personnes ne sont pas formées à la technopédagogie en ligne. Technopédagogie en ligne, parce qu'il y a une différence d'utiliser un TNI puis un iPad avec, par exemple, les nouveaux outils numériques qui sont de plus en plus nombreux. Écoutez, j'aurais le goût de vous en nommer, puis en même temps, je suis un peu bloquée. Je vais vous dire pourquoi. Je travaille présentement à la rédaction d'un guide ou d'un ouvrage, ou en tout cas, je l'ai mis sous forme de tableau. J'ai rassemblé les outils numériques et les outils technopédagogiques et j'en ai pour 25 pages et j'en ai au moins 150. Donc, si j'ai 150 outils technologiques et numériques, bien, il faut qu'on sache comment les utiliser. Mais là, on ne va pas s'en donner trop. Il ne faut pas s'en mettre trop sur les épaules non plus. Il faut y aller, comme disait Mme Gravel tantôt, à la théorie des petits pas. Il faut utiliser, par exemple, un outil, commencer par un ou deux, et après ça, on peut transférer ces apprentissages-là. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Et pour répondre plus spécifiquement à la question, je crois que les accompagnateurs du collégial ont aussi besoin de formation. Et c'est ce qui s'en vient. Je travaille sur ça présentement, à développer des formations pour nos formateurs en ligne de façon concrète. Donc, je parle ici de formation, de certification officiellement. Donc, je ne parle pas d'une mise à jour de 3 heures, je parle vraiment d'un microprogramme. Je parle d'aller en profondeur, pas juste pour comprendre l'aspect théorique et le cadre conceptuel d'une formation à distance, pas juste pour comprendre la pédagogie en ligne, mais pour maîtriser la technopédagogie puis devenir un bon formateur en ligne. Il y a encore beaucoup d'aspects à travailler, beaucoup de choses concrètes qu'on peut développer. Puis encore là, dans ces formations-là que je cible, qui sont en préparation d'ailleurs, on mise sur la découverte des outils qui sont après ça comme accompagnateurs un gros plus pour accompagner nos équipes écoles. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à la question, sinon je suis encore disponible. Il y a une autre question peut-être? Oui, je vais y aller avec un commentaire de Nicole Perrault. En fait, ce qu'on observe parfois, c'est que les enseignants peuvent s'approprier une technologie, mais que le lien entre cette technologie, les objectifs pédagogiques ou la compétence à développer, de même que l'approche pédagogique utilisée, ne sont pas nécessairement cohérents. Donc, la fameuse dimension du DIPAC là, à améliorer, comme mentionné dans ta présentation. Tout à fait, tout à fait. C'est qu'en fait, si on regarde dans un passé récent ce qui se passait, on forme à un outil, on forme à un outil numérique, un outil technologique, ou on forme à une plateforme et on oublie l'alignement pédagogique, on oublie la qualité de l'évaluation, on oublie d'intégrer la pédagogie en ligne, on oublie l'importance par exemple, la télécollaboration. Tout ça, c'est intégrateur. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça vaudrait la peine que nos gestionnaires, là, il faudrait que je fasse un retour avec Mme Gravel, que nos gestionnaires prennent le temps d'évaluer les plateformes de formation. Il y a une problématique que je vais me prononcer, là, je suis assez transparente sur ça, c'est que parfois certains établissements font des choix de plateformes de formation qui n'intègrent pas les outils. Donc, c'est-à-dire qu'on a des plateformes que certains gestionnaires appellent des formations en ligne, alors que ce n'est pas une formation en ligne, ce n'est pas un système de gestion de formation, c'est un lieu de dépôt de documents. Donc là, il y a un échange de documents entre les apprenants, les étudiants, le formateur va donner des documents. Mais ce n'est pas ça, selon moi, la formation à distance. Ça nous prend une plateforme de formation qui intègre les outils, qui nous permet d'intégrer à l'intérieur même d'une plateforme de formation nos outils pour y accéder. Par exemple, concrètement, ce que ça veut dire. Vous avez, par exemple, vous faites de l'enseignement à temps réel à partir d'une plateforme de formation, vous utilisez une webconférence et vous demandez aux étudiants d'aller faire un travail d'équipe. Donc, ils ont chacun leur chambre privée ou leur atelier privé. Et rendu là, ils doivent, si on leur demande d'aller visionner une vidéo, faire un travail d'équipe ou une télécollaboration, les étudiants doivent ressortir de leur atelier pour aller chercher l'outil. Ça, c'est une erreur à mon avis, parce qu'on doit justement utiliser des plateformes de formation, des plateformes de gestion de formation qui intègrent nos outils et non pas les avoir comme un casse-tête un à côté de l'autre pour dire « Ah oui, dans votre cégep et dans votre université, vous avez tous les outils. » Oui, mais s'ils ne sont pas intégrés,
Alors, c'est pas rare, là, je veux dénigrer personne, mais dans le concret, ce que ça fait, c'est que nos étudiants s'ouvrent des groupes Facebook pour aller discuter. Pourquoi aller ouvrir un forum extérieur quand on pourrait avoir une plateforme à l'intérieur de notre plateforme universitaire ou collégiale? Donc, c'est là qu'on pourrait avoir nos forums de discussion, nos études de cas, nos partages là, de travail, télécollaboration. Tout ça peut être à l'intérieur d'une même plateforme. De là, on a les exemples, on a des exemples de Moodle qui insèrent, par exemple, des webconférences. On a aussi la plateforme Lara, qui est de plus en plus connue du côté de la formation continue. Donc, il existe différents outils comme ça qui nous permettent d'aller unifier et intégrer nos outils pour ne pas avoir à sortir pour aller voir un YouTube, sortir pour aller sur une webconférence ou sortir pour aller trouver son forum de discussion parce qu'on s'en va maintenant sur Facebook pour s'ouvrir un groupe. Donc, à mon avis, ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être intégré dans une plateforme de gestion de la formation en ligne qui serait de plus grande qualité, donc intégratrice. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu aux commentaires. J'aurais quand même beaucoup de choses à dire. En fait, on a commencé cette discussion-là sur un commentaire de Nicole Perrault qui, justement, avait levé la main pour aller un peu plus loin dans sa pensée, je pense. Donc, Nicole, tu peux prendre la parole, puis ensuite, on a André Loisel qui voudra aussi intervenir. Oui, merci, France. Merci pour votre présentation. C'est fort intéressant. Mais effectivement, en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, puis ça arrive souvent, bon, dans la formation, bon, vous savez, on intègre les technologies dans les formations en présence que dans les formations à distance, bien sûr, dans les formations de type plus hybride, c'est que les enseignants sont portés à penser technologie, mais sans se demander, oui, mais à quel objectif mon activité, ce que je mets sur pied et la technologie vont me permettre de répondre à mes objectifs ou de contribuer à développer les compétences que je veux faire développer. C'est la raison pour laquelle nous, on a développé un guide d'accompagnement d'un projet qui intègre l'éthique où justement les cadres de référence qui nous apparaissent incontournables sont bien sûr le modèle TPAC, mais aussi les conditions pour une intégration réussie d'éthique de Christian Barrette, où là, on est apporté à faire où on incite beaucoup les enseignants à dire, quel que soit le déclencheur de ton activité, tu devras tout d'abord définir des objectifs pédagogiques et ensuite, tu iras choisir la technologie qui va te permettre de répondre à tes objectifs pédagogiques. Si tu veux que tes étudiants apprennent, je sais pas moi, une liste de définitions par cœur, bien là, je ne ferai pas une activité de collaboration en réseau. Je vais probablement, bon, faire des questionnaires, je vais faire, bon, décider ça. Donc, l'importance, tout d'abord, de penser à mes objectifs pédagogiques, à mes compétences, à penser aussi à mon mode de formation. Est-ce que c'est en hybride? Est-ce que c'est en présence? Est-ce que c'est en distance? Bon, etc. Et par la suite, je définis mes objectifs et je choisis ma technologie et éventuellement, je définis certaines dimensions qui vont me permettre de savoir si mon activité pédagogique a eu un impact sur les objectifs que je m'étais fixés, que ce soit un impact sur la réussite ou sur la motivation des étudiants ou sur ma propre motivation en tant qu'enseignant. Je pense qu'il y a cette dimension-là pédagogique sur laquelle on n'insistera jamais assez. J'abonde entièrement dans le sens que vous avez de votre propos. Entièrement. Je seconde. Et dans ce sens-là, j'ai mis dans le clavardage justement le guide CAP là, qui a été élaboré par l'IREPTIC, dont Nicole a travaillé très fort, puis oui, fait que vous pouvez aller voir là, dans le chat. Ensuite, on avait M. Loisel, je pense qu'il voulait intervenir, on a encore quelques minutes. Alors, pendant l'intervention de M. Loisel, est-ce que dans le clavardage, on peut ajouter le lien vers ma thèse pour ceux qui veulent aller plus loin dans le détail et pour ceux qui veulent me joindre sur le réseau Facebook? Alors, j'ai francelafleur.com, c'est une page Facebook professionnelle où est-ce que je diffuse tout ce qui concerne la formation à distance, mes recherches, entre autres, et à travers le monde, parce qu'on a beaucoup de collaborations avec les États-Unis ou l'Europe aussi. Bien, plus l'Europe ces temps-ci, parce que, bon, on se ressemble dans certaines approches. Et aussi un lien sur LinkedIn pour ceux qui veulent me joindre. Donc, vous êtes bienvenus de me joindre sur les réseaux sociaux. Et maintenant, je vais écouter M. Loisel. Oh, je suis en train de placer mon micro. Hey France, en partant, bravo pour la recherche, bravo pour la présentation, c'était super. En fait, regarde, au niveau de la pédagogie, j'aimerais bien, ça avait été dit dans une autre présentation, mais c'est sûr que
dans mon livre à moi, l'expérience compte pour beaucoup, puis je pense que tu l'as pointé. Regarde, quand on parlait de chef d'équipe, je te posais la question, c'est sûr que je suis tout à fait d'accord avec toi, ça doit être quelqu'un qui s'y connaît. Moi, regarde, je peux faire un cas d'un chef d'équipe en disant il ou elle, là, mais regarde, quelqu'un qui aurait été concepteur pédagogique, qui aurait été intégrateur, qui aurait été en même temps expert de contenu SMI en anglais, qui, dans le fond, enseigne en ligne depuis 2006 quand les cosmonautes commençaient à monter en haut à cette époque-là. Je pense, tu es d'accord que ça peut faire des bons chefs d'équipe. Mais c'est démocratique à quelque part dans le système collégial, je pense que ça vaut la peine, mais les autres enseignants, très souvent, vont savoir flairer qui peut nous donner quelque chose. Ce que je soulignais dans mes résultats de recherche, puis dans le concret, là, comment c'était intégré, je crois, mais ça c'est ma croyance à partir des résultats, c'est que à partir du moment où la personne a été plongée dans l'action, à partir du moment où elle a elle-même fait l'expérimentation en ligne, c'est clair que sa compétence technopédagogique, elle est mieux intégrée. Donc, à mon avis, devient nécessairement un meilleur accompagnateur puisque c'est la compétence qui est déjà intégrée. Donc, ce n'est pas juste une connaissance théorique qui est transférable, mais quelqu'un qui a expérimenté aura nécessairement, selon mes résultats de recherche, mieux intégré cette compétence-là. Donc, voilà. Donc, on avait juste un petit dernier commentaire, puis c'est ce qui va clore l'atelier d'aujourd'hui. Dans le fond, de monsieur ou madame Giguère, que pensez-vous de la plateforme Google Éducation? Du côté universitaire, on mentionne souvent Moodle. Avez-vous eu l'occasion de les comparer? Alors, j'ai bien compris, Google Éducation? Alors, Ouais. celle-là, je ne l'ai pas expérimentée encore. Malgré que ça fait 12 ans et que j'ai donné plus que 80 cours en formation à distance présentement, je n'ai pas expérimenté cette plateforme. Je n'ai pas pu la comparer non plus. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai vu l'utilisation de Lara, j'ai vu le Moodle qui est un peu plus populaire dans certaines universités. J'ai vu à l'époque les portails il y a le Blackboard aussi pour certaines universités, ou encore ce qui est encore, tu sais, dans ma recherche, quand je vous disais que j'ai tracé un portrait plus général là, en allant dans 21 universités sur 3 continents, il y avait aussi plusieurs universités qui prônaient encore une plateforme institutionnelle. Et moi, je pense qu'on doit pencher vers une plateforme qui est plus intégratrice parce que de ce que je peux comparer, là, je ne peux pas répondre exactement à la Google que vous avez nommée parce que je ne la connais pas, mais je peux vous dire que je vais d'emblée prôner l'utilisation des plateformes qui font l'intégration des outils plutôt que des outils séparés, puis que ce soit un montage d'un merveilleux casse-tête par des experts d'informatique, mais qui n'ont pas la pédagogie. Donc, je pense qu'une erreur qui se répète encore, c'est même certains créateurs de plateformes d'apprentissage ne consultent pas les pédagogues, mais des informaticiens. Alors, je pense que des pédagogues devraient se joindre à l'équipe et à ce moment-là, on pourrait augmenter la qualité de l'enseignement en ayant le point de vue des experts en pédagogie qui se joindraient à l'équipe techno-informatique, si je peux dire. Donc, voilà, c'était ma réponse. Merci beaucoup, France. Merci les deux France, France Gravel et France Lafleur. C'était un beau mélange cet après-midi. Dans le fond, j'espère que les gestionnaires qui ont été parmi nous ont aussi bien entendu l'importance de former les formateurs. Et puis, je vous remercie à tous ceux qui ont été aussi là cet après-midi. Le prochain atelier, c'est demain midi. Un atelier, c'est une table d'échange, en fait, pour ou contre la FAD pour les étudiants en difficulté. Donc, on vous invite à être présents. Puis on vous souhaite une belle fin de journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci. Vous pouvez peut-être rester en ligne, France Lafleur et France Gravel. On pourra jaser un peu là, avant de quitter. Bien sûr. Merci. Bonne fin de journée à tous. Je vais juste prendre 2 petites secondes pour aller copier le clavardage. Dans ce cas-là, je pourrais vous l'envoyer par la suite. Fait que juste 2 petites secondes, puis je suis à vous.
OK, bon, ben, ça s'est bien passé de votre côté? Est-ce que maintenant l'enregistrement se termine? Oui.